Nous allons commencer cette session sur la réduction des risques. Moi, j'ai eu la chance, dans une vie antérieure, en étant président de Médecins du Monde, de développer à Médecins du Monde d'abord un modèle pour accueillir les usagers de drogue par voie intraveineuse, et puis essayer de trouver un concept qui puisse être développé au plan national. Les astres étant alignés, Bernard Kouchner était ministre de la Santé, donc ça a été une occasion d'essayer d'enfoncer un peu le clou et de forcer les autorités, de parler à la police, d'essayer de changer, sinon la loi, en tout cas les pratiques. Et c'est grâce au professeur Pat O'Hare, qui est ici, que nous avons mis en place notre programme. Mais pour le mettre en place, nous avions fait une grande conférence à Paris qui s'appelait Trilil, New York, Londres, Paris, où nous avions des intervenants de ces trois pays avec quelques autres, c'est-à-dire des Hollandais, à l'époque essentiellement des Hollandais, ça avait été une conférence extrêmement positive, assez polémique par moments. Beaucoup de ministres étaient présents. Bernard Kouchner présidait cette conférence et Pat O'Hare, qui était le spécialiste à Merseyside, près de Liverpool, qui a théorisé ce concept, était des nôtres. Et si vous retrouvez une revue des temps modernes, vous verrez le déroulement de cette conférence qui nous a apporté beaucoup de choses parce que ce réseau international nous a permis de nous décontracter un peu parce que tout seul en France, c'était très difficile. En gros, ce qu'on appelait les intervenants en toxicomanie ne voulaient pas trop entendre parler de ces sujets. La police, évidemment, était totalement contre. Et donc, il fallait se battre. Alors, quand on était médecin du monde, c'était assez facile. On allait au bois de Boulogne, on avait des bus, on distribuait des seringues, etc. Mais il fallait pouvoir théoriser. Et je pense que cette théorisation a eu lieu lors de ce congrès, en tout cas le début, avec bien d'autres. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureux de pouvoir accueillir Pat O'Hare aujourd'hui, parce que il a continué. C'était le directeur de la conférence sur la réduction des risques. Ça s'appelait IHRA, International Harm Reduction Association, mais ils ont été obligés de changer le nom. Je pense que c'est parce qu'il s'appelait Pat O'Hare, donc on a pensé que c'était mieux de faire Harm Reduction International. Hein, c'est pour ça. C'était mieux hein, que IHRA. Voilà, donc Pat O'Hare va nous aider à réfléchir à ce qui a été fait et surtout nous donner quelques impressions de ce qu'il a vécu ici pendant ces derniers jours et de ce qu'il pense de la réduction des risques dans l'avenir. Voilà, Pat, à toi. Je vous demanderai tous d'essayer de tenir les 10 minutes et voilà. Thank you, Patrick. Here you are. You have everything? Yeah. I remember this guy. Oui, je me souviens de lui. Je me souviens de lui et je me souviens d'aller dans ces conférences. Et quand on allait aux conférences, eh bien, on se disait, oui, c'est magnifique d'aller à Saint-Tropez. C'était quelqu'un de magnifique, ce monsieur. Et en fait, je n'en savais rien jusqu'à ce que je suis arrivée ici et que j'ai su qu'il était décédé. Mais c'était quelqu'un de très bien. OK, j'aimerais que vous gardiez en tête le mot trouble. D'accord? Ça y est, je m'arrête ici. Moi, j'étais à Liverpool au début des années 80 et nous suivions le modèle de réduction de risque. En fait, c'était de la santé publique à la base. Il y avait un problème, il y avait des personnes qui s'injectaient partout, n'importe où dans leur corps, et puis l'héroïne était absolument nulle.
Et nous avons tenté de créer les conditions pour que les gens puissent s'injecter dans de meilleures conditions. Mais en fait, finalement, le gouvernement, même Margaret Thatcher a réalisé, s'est aperçu que ce que nous faisions était bien. Et en fait, à Liverpool, le taux de VIH parmi les usagers de drogue était, d'après les épidémiologues régionaux, immesurable. Et puis, par-dessus de la rivière Mersey et par-dessus cette limite, c'était de 30%. C'est-à-dire que peut-être que nous avons fait quelque chose de bien, finalement, nous. Et à un certain point, en fait, nous ne pouvions même plus travailler, faire notre boulot parce qu'on était envahis de partout. Et John Ashton, qui était un responsable médical régional, m'a dit, eh bien oui, je m'aperçois que vous avez tellement de visiteurs que vous ne pouvez pas faire votre travail. Pourquoi ne pas organiser une conférence? Et c'est ainsi que j'ai organisé la conférence. Je n'avais même pas la moindre idée de ce qu'était qu'un abstract. Et malgré tout, on a organisé la conférence et puis le reste, ça fait partie de l'histoire. Donc, la différence entre la France, permettez-moi que je parle de la France et j'adore la France. Je parle français et j'adore la France. Mais la France, eh bien, ça a pris un certain temps pour que ça démarre. Ça a pris un certain temps. Ensuite, grâce à des gens comme Patrick Bernard, ça a pu avancer aussi avec l'aide des personnes de ASUD et de ces organisations. Enfin, la France a pris de l'élan maintenant, mais à l'époque, c'était un petit peu le désert. Et je me souviens qu'on m'a invité. Vous savez, j'avais l'habitude d'aller en France, à Paris, toutes les semaines quasiment, pour faire le même discours sur la réduction des risques. Et tout le monde me disait, oui, c'est bon, d'accord, ça va. Et puis un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire, mais il voulait savoir ce que moi je pensais et de savoir ce que Platon penserait de la réduction des risques. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais heureusement, il y a une femme qui est venue à mon aide et c'était Annie Minow et elle était furieuse et elle a dit à cet homme, comment osez-vous poser cette question absolument imbécile à ce monsieur? Et puis ce bonhomme est devenu tout petit. Mais en tout cas, moi, la seule chose dont je peux parler, c'est de la réduction des risques et voilà ce que nous faisions. Et puis, même la France a tenté par différentes voies diplomatiques d'arrêter les Pays-Bas. C'était un petit peu, écoutez, je ne sais pas quel était le Premier ministre à l'époque, mais la France, c'était un petit peu, enfin, elle n'était pas bonne sur ce domaine. Et ce que nous avons fait se basait sur la nouvelle santé publique. C'est ce que nous appelions la nouvelle santé publique, qui mettait l'accent sur les conditions de vie et puis des conditions sanitaires et tout ce genre de choses. Et donc, sur la base de ce modèle de la nouvelle santé publique, nous avons ouvert un centre où les gens pouvaient s'injecter de façon hygiénique, de façon propre. Et puis, à côté, il y avait également un centre pour la méthadone et l'héroïne. L'héroïne, franchement, c'était surtout de la méthadone dont on s'occupait. Et ce qui s'est passé, c'est que Margaret Thatcher, parmi toutes les personnes, n'est-ce pas? Eh bien, Margaret Thatcher a vu ce que nous faisions et puis elle s'est dit que, oh tiens, nos enfants pourraient être affectés par tout cela. Et elle a décidé de verser des millions et des millions de livres sterling dans ce système. Et c'était toujours, enfin, nous n'avions pas eu de problème de manque de ressources, c'était bien financé. Et vous savez, il y a des mythes sur Liverpool. L'un des mythes, c'est que c'était de l'héroïne partout.
Et puis, c'était pas le cas. Et puis, un autre mythe, c'était que, vous savez, les gens qui faisaient le travail, enfin, il n'y a pas tout le monde qui était merveilleux, mais tout le monde faisait son travail quand même. Et en tout cas, bon, c'est de là que je viens. Et puis, à l'époque, j'ai donc organisé une conférence internationale sur la réduction des risques. Et Joan Colom, qui était l'une des personnes qui m'a donné de l'argent, eh bien, je suis allée le voir. En fait, non, je ne suis pas allée le voir. Vous m'avez appelé et vous m'avez dit, je crois que vous faites une conférence à Barcelone. Et je lui ai dit, bah tiens, oui. Et il m'a dit, vous avez intérêt à venir me voir. Et c'est vrai que, oui, je me suis dit, si vous faites une conférence à Barcelone, il m'a dit, eh bien, ça doit être la meilleure. Et voilà, il m'a donné de l'argent. Et c'était en fait une très bonne conférence. Et en fait, ça veut dire quoi cela? Ah, je pensais que vous me préveniez que je n'avais que 2 minutes. Eh bien, vous savez, Joanne, après cette conférence, je pense que l'Espagne a pris de l'envol et l'Espagne est devenue sans doute le meilleur endroit du monde. La Catalogne, oui, c'est vrai, la Catalogne, excusez-moi. Et puis, c'est vrai, les services que vous avez mis en place, eh bien, il y avait tout ce que l'on aurait voulu avoir et, et ça s'est mis en place très rapidement. Et puis, il y a eu la volonté, et vous avez trouvé la façon d'y parvenir. Et en tout cas, vous voyez, l'Espagne, c'était un endroit que je donnais comme point de repère, comme référence. Mais la plupart du temps, vous voyez, les gens qui m'écoutaient ne voulaient que des billets pour se rendre aux conférences et des chambres d'hôtel. C'est ce qui les intéressait le plus. Mais bon, bref. Enfin, je voudrais maintenant me référer à ce mot, trouble, disorder. Eh bien, je n'aime pas du tout l'emploi de ce terme quand on parle des personnes qui consomment des substances. Trouble, eh bien, trouble, ça me fait penser à quelqu'un de fou. Vous avez entendu parler du trouble du Beaujolais, par exemple, ou du trouble de la bière? C'est un petit peu, voyez-vous, c'est un mot qui stigmatise. On ne devrait pas s'occuper de... Enfin, nous ne devrions pas avoir affaire à ce stigme. Alors pourquoi utiliser ce mot? Quel est le trouble? Vous savez, devant moi, il y a des gens qui utilisent l'héroïne tous les jours. Où se trouve le trouble? Parce que les usagers d'héroïne tous les jours, eh bien, ils n'ont qu'un trouble. C'est d'ailleurs les personnes qui ont le moins de désordre, si j'ose dire. Ils ne souffrent pas de désordre ou de trouble. En fait, ma femme emploie ce terme. Ma femme qui travaille à l'OMS, et souvent nous discutons de ce terme. Et bien sûr, je perds toujours, mais en tout cas, est-ce qu'on peut cesser d'utiliser le mot trouble, désordre, disorder, et trouver peut-être quelque chose d'autre qui ne soit pas tellement stigmatisant? Parce que maintenant, la tâche que nous avons devant nous, c'est la tâche de la stigmatisation, de la marginalisation. Et il s'agit d'éradiquer ce stigme et cette marginalisation. C'est vraiment une énorme tâche, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire si on s'y attache. Le monde, d'après moi, comprend ce qu'est la réduction des risques. Certains le comprennent. Vous voyez, je parlais avec un conducteur de taxi, avec un chauffeur de taxi à Liverpool il y a quelques semaines. Et on parle toujours avec les chauffeurs de taxi à Liverpool. En fait, la première fois que ma femme est venue à Liverpool, elle a parlé au chauffeur. Et puis, oui, en fait, je lui ai dit, écoutez, ici, on parle au chauffeur de taxi. Alors,
Et je lui ai dit, je ne sais pas si je lui ai dit que j'étais journaliste ou médecin ou je ne sais quoi. Je voulais pas trop commencer à discuter, mais ce taxiste, il m'a dit, est-ce que je peux dire un gros mot? Il m'a dit, est-ce que vraiment, si jamais ils arrivaient à légaliser finalement toutes ces putains de drogues? Et c'est vrai, il avait raison. Et nous n'avons pas réussi, nous ne l'avons pas fait. Et à mon point de vue, je pense que nous sommes encore loin d'une politique sur les drogues qui soit ne serait-ce que raisonnable. C'est mon avis. Et maintenant, une minute par rapport aux bases de la réduction des risques. C'est les droits de l'homme, c'est l'agence de notre propre corps, c'est l'agence sur notre propre corps sans nuire à qui que ce soit d'autre. C'est vraiment les fondements de la réduction des risques. C'est une question de droits humains. Alors, ne nous oubliez pas à penser que la réduction de risque nous ramène, nous évoque les droits humains en même temps, parce que les personnes qui sont stigmatisées méritent plus que ce qu'elles reçoivent. Parce que les personnes qui sont stigmatisées, elles sont là parce qu'elles vivent des situations économiques terribles, des situations au niveau de leur habitat est terrible. Et il faudrait les sortir de là. Est-ce que les gens vont me poser des questions après? Non? Eh bien bon, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pat. Donc, on a compris le message. Désordre en français, je ne sais pas si c'est désordre la traduction exacte, mais comment on dirait? Trouble, voilà, trouble. Trouble dû aux drogues, on va plus l'utiliser et on essaiera de stigmatiser de moins en moins, en tout cas que nos techniques de réduction des risques le fassent. Donc je donne la parole maintenant à Marie-Geoffrey Roustide qui va nous parler de l'accès aux dispositifs de réduction des risques et modèles de soins en France. C'est une chercheuse à l'INSERM, sociologue. 10 à 15. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de BISIA de me donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, je vais présenter quelques éléments socio-historiques et quelques données sur l'accès aux dispositifs de réduction des risques et les modèles de soins en France. Alors déjà, je vais présenter quelques fondamentaux de ce qu'est le référentiel de réduction des risques. Donc, la réduction des risques, telle qu'elle est appliquée en France, est trop souvent en fait réduite à une somme d'outils et de techniques d'intervention sanitaire. Et d'un point de vue sociologique, il me semble important de considérer la réduction des risques comme un mouvement social et de prendre en compte également les valeurs et les croyances qui la fondent, que Pat vient d'évoquer. La réduction des risques, en fait, elle s'inscrit dans le courant de la nouvelle santé publique et ce courant de la nouvelle santé publique valorise les capacités des individus à se prendre en charge et également valorise le fait que les politiques publiques doivent prendre en compte les besoins des individus et être dessinées et pensées en fonction des besoins des personnes qui consomment des substances. Donc, dans la réduction des risques, il y a un acteur essentiel qui est l'implication des mouvements d'autosupport des personnes qui consomment des substances. Donc, en France, d'un point de vue historique, c'est l'association ASSUD qui a été impliquée dans cette mise en place de la réduction des risques. Et en fait, la présence des personnes qui consomment des substances comme acteur moteur de la réduction des risques en France est un moyen de mettre à distance le prisme de la déviance et de la stigmatisation des conduites des usagers en les faisant incarner par des figures qui consomment elles-mêmes des substances et qui luttent contre cette stigmatisation. Ce qui est important également de rappeler, c'est que même si effectivement les opposants à la réduction des risques ont tendance toujours à mettre en évidence les troubles, alors les troubles à l'ordre public, là, dont serait la cause les usagers, ce qu'on voit, c'est que dans les années 1980,
les usagers de drogue se sont emparés de ces outils de réduction des risques et ont diminué leurs pratiques à risque et donc ont montré qu'ils étaient en capacité, quand on leur donnait les moyens, de changer leurs pratiques. La réduction des risques a permis de mettre fin au jugement moral vis-à-vis de l'usage de drogue en tant que principe par rapport à l'exigence qui était très présente avant en France, qui était celle de l'abstinence. Mais par contre, la stigmatisation persiste dans différentes sphères, dans la société, dans les médias, dans la manière dont on parle des personnes qui consomment des substances, mais également, parfois encore, ça a été présenté à THS dans une session le premier jour, également dans le domaine de la prise en charge et principalement en raison du modèle prohibitionniste que continue à imposer la France. Alors, d'un point de vue historique, en France, on a eu des débats très violents, des conflits de valeurs, des conflits de position entre les professionnels partisans du référentiel psychothérapie sevrage et ceux de la réduction des risques dans les années 80-90. Et donc, cette violence, elle était en partie liée au poids de l'interdit moral lié à la prohibition, qui a toujours été un frein, c'est encore le cas aujourd'hui, pour implanter une vision de santé publique qui incarne la réduction des risques et également impliquer dans cette politique les personnes qui consomment des substances, qui est un des piliers de la réduction des risques. Donc en France, la violence de ces débats a fait qu'il y a, et l'importance de la prohibition, qu'il y a eu des réticences vis-à-vis des innovations en matière de réduction des risques qui ont toujours tendance à être considérées comme des formes de prosélytisme. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour les haltes soins addiction. Donc on a en France, en raison de ce modèle prohibitionniste, donc une réduction des risques qu'on peut qualifier de plutôt neutre, qui est dominé par un registre biomédical et qui prend insuffisamment en compte l'environnement social du risque. On a également, Pat l'a dit à l'instant, eu un retard très important dans l'implantation des mesures de réduction des risques. C'est toujours le cas aujourd'hui avec la question des HSA que nous avons implanté 30 ans après les Suisses et on en a encore aujourd'hui que 2 qui sont implantés en France. On a donc un modèle qui est faible, neutre et sanitaire, mais ce modèle n'est pas figé et il est soumis et sujet à des évolutions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la réduction des risques s'est construite dans un moment de crise sanitaire et émotionnelle, celle des décès liés au VIH. Et c'est ça qui a permis de faire bouger un certain nombre de militants, d'acteurs associatifs, de politiques. Mais, alors heureusement, nous ne sommes pas confrontés à la crise des opioïdes en France, contrairement aux États-Unis. C'est ce que Honora va nous présenter tout à l'heure. Mais le fait qu'il n'y ait plus de crise sanitaire et émotionnelle fait qu'en fait, les politiques se sentent également moins sensibilisés à la nécessité aujourd'hui de continuer cette politique de réduction des risques. Alors, ce qui est à l'origine de la réduction des risques est la force des alliances communautaires entre militants, personnes qui consomment des substances, donc militants issus de Médecins du Monde, beaucoup. Et encore aujourd'hui, c'est une association donc, qui joue un rôle important dans la mise en place de la réduction des risques, professionnels de réduction des risques et du soin. Quelques politiques qui, à l'époque, étaient plus courageux qu'aujourd'hui. Une politique qui est pérenne, ça c'est important si on compare avec les États-Unis, qui est portée par des financements publics, mais il subsiste également des inégalités territoriales. Et puis surtout, un des problèmes en France, c'est que la réduction des risques a vraiment été construite sur le risque infectieux et on a vraiment du mal à aller au-delà. Alors, quels sont les succès? Donc, je vais y revenir avec quelques diapositives. Le succès, c'est les traitements agonistes aux opiacés en France. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'en fait, nos politiques, aujourd'hui, restent parfois complètement centrées sur le fait qu'on a un succès en matière de traitement de substitution aux opiacés, donc très centré sur la réussite sur cette somme d'instruments sanitaires, mais qui sont complètement déconnectés d'une vision politique de la réduction des risques qui impliquerait des valeurs fortes, c'est-à-dire la reconnaissance du droit à l'usage, la lutte contre la stigmatisation et la lutte pour l'inclusion sociale. Alors, quelques données qui permettent de montrer les succès et les faiblesses du modèle de réduction des risques à la française. Donc, sur la question des overdoses, donc contrairement aux États-Unis, là, voilà, la France a bien réussi pour le moment. Donc, on a moins de 500 overdoses par an. On voit là sur cette diapositive que la France est en bleu le plus clair, c'est-à-dire un des niveaux les plus faibles d'overdose en Europe.
On a également évalué avec plusieurs collègues, dont Marc et Perrine qui sont dans la salle, mais également avec Laurence Lalanne, et on va poursuivre avec Benjamin Roland qui est dans la salle aussi aujourd'hui, l'évaluation des SCMR. Donc, on a pu, grâce à la cohorte cosinus, montrer en fait qu'il y avait un effet des salles de consommation à moindre risque pour diminuer les pratiques à risque vis-à-vis du VIH et de l'hépatite C, pour diminuer les abcès liés aux injections, pour diminuer les overdoses, les passages aux urgences, les délits déclarés par les personnes et l'injection dans l'espace public. On voit là, donc sur ce graphique, on voit la situation de la France, donc avec un rond très important par rapport à d'autres pays européens. La taille du rang correspond à la taille de la population concernée, donc ce sont des données de l'EMCDDA. On a 110 000 personnes en France qui sont considérées comme des consommateurs d'opiacés à risque. On a un taux de traitement agoniste aux opiacés qui est élevé, 78%. Donc, on voit, c'est pour ça qu'on est de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a un des meilleurs taux en Europe donc de traitement de substitution. Par contre, sur les seringues, on est plus bas que d'autres pays parce qu'en fait, on a un déficit par rapport à la question. Enfin, on n'est pas bon sur la question des seringues. On a 2 fois moins de seringues qui sont distribuées aux usagers en France par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, 118 seringues par personne et par an. Alors ensuite, dans d'autres recherches qualitatives que nous avons menées, nous avons montré les paradoxes de la réduction des risques et des soins en contexte de prohibition. Donc, nous venons de terminer une recherche avec Médecins du Monde, qui est une recherche qualitative, une recherche participative qui intègre le photo-voix et qui permet d'incarner les expériences vécues par les personnes par des images de leur quotidien. On a une personne ici qui a photographié les lieux, donc l'espace public où elle était réduite de s'injecter, car elle ne dispose pas de logement et que la ville dans laquelle elle vit, qui est Lille en l'occurrence, n'a pas de halte soins addiction. Dans le cadre du photo-voix, donc on a confié donc des appareils photo à des personnes et ensuite on a fait des focus group pour que les personnes puissent discuter ensemble et dire ce que symbolisaient ces photos pour elles. On a travaillé avec des collègues québécois, l'équipe de Karine Bertrand, qui est une équipe spécialiste de cette méthodologie. Donc, en regardant ces photos, on a un participant dans le focus group qui a partagé sa crainte d'être arrêté par la police et d'être exposé au VIH et à l'hépatite C en raison de seringues abandonnées dans l'espace public. Donc, il nous dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable de se shooter avec tout le monde et de vivre avec cette peur d'être arrêté par la police. Souvent, on y allait, donc à cet endroit, parce qu'il n'y avait pas de toilettes ouvertes et je n'étais souvent pas seule. Mais c'était dangereux. Je me suis même piquée une fois avec la seringue de quelqu'un. J'ai eu la chance de ne pas attraper de maladie. Un autre participant, dans le cadre de ce photo-voix, fait partie d'une autre crainte liée à l'injection dans l'espace public, celle de ne pas pouvoir s'injecter de manière safe. Difficulté qu'il a souhaité incarner par cette deuxième photographie où il nous dit « Quand on injecte dans l'espace public, c'est toujours un peu stressant. Les gens sont sur le qui-vive. Parfois, ils doivent aller vite. Quand on va injecter un médicament qui est une technique assez délicate, là en l'occurrence l'injection de sulfate de morphine, ça nécessite un protocole particulier. Si on le fait dans la rue, le protocole n'est pas toujours appliqué. Pour aller vite, ça crée inévitablement des problèmes. Dans le cadre de cette recherche, les paradoxes de la réduction des risques ont été également mis en évidence par des entretiens que nous avons faits avec des professionnels de réduction des risques et du soin. Là, j'ai choisi donc un extrait d'entretien d'une professionnelle de réduction des risques qui me semble tout à fait symboliser les paradoxes de la réduction des risques à la française. Cette professionnelle nous dit « La criminalisation, ça éloigne les gens des dispositifs de soins, donc ça aggrave les risques. » Aujourd'hui, en France, on a l'argumentaire pour démontrer que c'est sympa de donner des seringues aux injecteurs, de fabriquer des salles de consommation, d'expliquer comment baser la cocaïne sainement. Mais en vrai, je dis des fois de façon un peu provocatrice qu'on va finir par avoir les usagers de drogue les plus propres du monde, mais qui resteront des délinquants dans la loi, qui auront fait, les usagers, la preuve du sens de leur responsabilité, de leur civisme, en ramenant les seringues dans les structures, en ne les laissant pas traîner dans la rue,
On leur demande, aux personnes qui consomment des substances, de faire des trucs comme ça, de faire du travail citoyen, de ne pas faire de bruit, de ne pas laisser traîner du matos. Et en même temps, ils restent des délinquants. Et ça, la criminalisation, ça a des effets sur tout. Ça a des effets évidemment sur leur santé, ça a des effets sur leur statut de citoyen, ça a des effets sur le fait qu'ils trouvent des sommes d'argent hors de proportion avec ce qu'ils gagnent pour acheter de la drogue. Donc, ça les condamne à commettre des actes illégaux, le fait de consommer ou le fait d'acheter, de faire des délits pour trouver de l'argent pour consommer, même s'ils ne sont pas tous des malfaiteurs avérés. Quand on est hors de la loi pour un truc, donc l'usage, on est un peu hors de la loi pour tout. Alors, on peut dire qu'en France, notre modèle de réduction des risques à la française, donc, il a un impact nuancé. Donc, on a vu qu'il avait un impact, il y a un impact majeur de la réduction des risques sur la transmission du VIH. On l'a montré dans différentes enquêtes, dont l'enquête ANRS Coquelicot, mais qu'il était plus limité sur l'hépatite C. On voit également qu'il y a une persistance des pratiques à risque, une précarisation des personnes et un maintien d'une prévalence de l'hépatite C élevée chez les personnes qui injectent des substances. Dans notre dernière enquête, on avait un tiers des usagers recrutés dans les CARUD et dans les XAPA qui déclaraient avoir eu des difficultés pour se procurer des seringues dans les 6 derniers mois. Et un tiers des personnes déclaraient également avoir dû injecter dans l'espace public lors de leur dernière injection. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de données evidence-based, basées sur des designs et des méthodes variées, de l'épidémiologie, de la sociologie, des méthodes mixtes, de la recherche participative, qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettraient d'aller plus loin dans la politique de réduction des risques et de proposer des soins plus inclusifs. Pourtant, ça reste compliqué. Il y existe encore des barrières très fortes pour implanter des mesures de réduction des risques en France, qui sont liées principalement à des tensions entre les logiques de sécurité publique et de santé publique. Il y a des moments historiques où les logiques de santé publique ont pris le dessus. C'était le cas des années 80-90 avec la crise du VIH. Aujourd'hui, malheureusement, la logique de sécurité publique prévaut. Et donc, on a aujourd'hui une peur des politiques à s'engager par rapport à l'acceptabilité sociale de la réduction des risques. Alors, une peur des politiques au niveau national. Par contre, on a de nombreuses initiatives locales avec des acteurs politiques qui portent très fortement ces programmes de réduction des risques. Quelques points de blocage qui me semblent importants à mentionner. Donc, les haltes soins addiction, depuis 2016, 30 ans de retard et 2 seulement qui ont été implantés en France depuis 2016. On a un problème avec la diversification des traitements agonistes aux opiacés, en particulier la mise en place de programmes de sulfate de morphine, même si il y a des groupes de travail à la NSM qui sont mis en place pour réfléchir sur ces questions-là. Mais par contre, il y a également des éléments positifs. On a des projets de coopération entre professionnels et personnes avec un savoir expérientiel qui se développent de plus en plus. Par exemple, donc le projet Coopérer, qui est porté par l'association ASUD, Opélia et par mon laboratoire. Le projet Persiade, qui est porté par France Patients Experts Addiction, l'hôpital du Vinatier et l'Université de Lyon, qui est porté par Benjamin Rolland. Et on a également des alternatives à la prohibition, on l'a vu hier, qui prennent de l'ampleur à l'international. Donc, tout devrait être présent pour mettre en place des politiques de soins et de réduction des risques axées sur les droits humains, l'inclusion sociale, la santé publique et la citoyenneté des personnes qui consomment des substances. Mais malheureusement, il y a encore des freins et des blocages qu'il conviendra de lever. Donc, pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues avec lesquels nous avons publié des données evidence-based ces dernières années sur la question de la réduction des risques et donc des collègues scientifiques, mais également des collègues qui travaillent pour la mise en place de programmes de réduction des risques et également pour la lutte contre la prohibition, en particulier des compagnons d'ASUD et de EuroInput qui ont travaillé sur certaines publications et co-publiées avec nous. Et pour aller plus loin, on a également développé dans l'équipe des formats de recherche participative avec ASUD, avec Médecins du Monde, avec des flyers sur la question de la lutte contre la stigmatisation qui ont été mis en place par Médecins du Monde suite au rapport, donc le journal d'ASUD, un webinaire pour lequel je vous donnerai le lien sur la question de la guerre à la drogue et des effets de la guerre à la drogue.
Et donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas, si vous souhaitez continuer la discussion, à me contacter. On a également un programme qui est soutenu par l'École des hautes études en sciences sociales et l'Institut de recherche en santé publique, euh, pour lequel vous avez le lien web et vous pouvez vous inscrire pour recevoir les actualités du programme et qui est également soutenu par l'Institut de recherche en santé publique. Et le 31 octobre à 18 h, on aura le 5e webinaire de notre programme mensuel qui s'appelle Confronting the Drug War, qui est organisé en collaboration entre un groupe d'autosupport qui s'appelle National Urban Survivors, le programme D3S, Yale University, UCLA et la Drug Policy Alliance. Donc, si vous souhaitez participer à ces webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette excellente présentation. Je vais appeler maintenant le professeur Honora Englender, qui vient de Portland, où elle est professeure de médecine. Et c'est vrai que nous avons, nous, une constatation sur la crise des opioïdes qui nous interpelle, parce qu'on a toujours peur qu'elle arrive en Europe. Et pour l'instant, alors, est-ce que c'est la politique de réduction des risques? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. I'm going to speak in English, but thanks so much for the opportunity. Merci beaucoup de cette opportunité. Je vais vous parler des modèles de soins de réduction de risque aux États-Unis. Je voudrais révéler mes conflits d'intérêts et le financement que j'ai ici en France. Je voudrais vous parler de ce besoin pressant que nous avons aux États-Unis et je vais vous donner également un petit peu de contexte historique pour les interventions de réduction de risque aux États-Unis. Je pense vraiment qu'aux États-Unis, on ne peut pas parler de réduction de risque sans faire référence à notre contexte historique. Et je vais vous parler de ce que je veux dire par la réduction de risque. Ce n'est pas seulement le risque de l'usage, mais aussi les risques que comportent certaines politiques. Et je vais vous parler de certaines interventions spécifiques aux États-Unis. Alors, maintenant que nous avons reconnu ce fait, il y a une crise énorme aux États-Unis. Plus de 100 000 Américains meurent tous les ans pour des overdoses et l'offre de drogue est ultra puissante, imprévisible, toxique, adultérée avec des substances comme la xylazine, les benzodiazépines dans le fentanyl. Et l'accès au traitement est limité. Moins de 15% des usagers d'opiacés. Enfin, je suis désolée vraiment de parler de troubles liés à l'usage des opiacés, mais c'est le terme officiel. Eh bien, moins de 15% ont accès à un traitement. Comme je vous l'ai dit, je vais vous donner un petit peu de contexte historique. Et ceci nous mène aux années 1800, et puis où il y a eu la prohibition, le marché des drogues qui était complètement non régularisé, la guerre contre les drogues et le châtiment comme stratégie centrale pour les usagers. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais de 1920 à 1933, la consommation d'alcool a été interdite par la Constitution des États-Unis. Voici une photo de New York où des agents de police ont versé de la liqueur dans les égouts. Et puis voilà, c'était une expérience qu'on a utilisée pour réduire le crime, apparemment. Mais ce qui s'est passé, au lieu de réduire le crime, c'est qu'il y a eu plus de consommation d'alcool, plus de crimes et de violences et plus de corruption. Voilà, ces erreurs se répètent encore aujourd'hui. La guerre des drogues. Je vais aller vite, mais Nixon, en 1971, a déclaré que la drogue était l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Et c'est vrai que c'était une stratégie politique et non pas de santé publique. Et j'aime bien cette citation de John Ehrlichman qui a dit que la campagne de Nixon de 1968 et la Maison-Blanche de Nixon avaient deux ennemis.
l'anti-guerre à gauche et les Noirs. C'est-à-dire, nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être noir. Cependant, c'est vrai que le fait de associer les hippies au marijuana et les blacks à l'héroïne et les criminaliser tous les deux, eh bien, tout ceci, nous savions que ça allait perturber ces communautés. Alors, est-ce que nous savions que nous étions en train de mentir par rapport aux drogues? Oui, bien sûr que nous le savions. Alors, on a utilisé la drogue comme une excuse pour tous les autres problèmes. Et ceci, bien sûr, a créé le terrain pour la moralisation par rapport à l'usage des drogues. Et c'est ce qui se passait pendant les années 80-90 avec la campagne Just Say No. Moi, je me souviens, en fait, qu'il y avait cette campagne au niveau national qui disait aux enfants essentiellement que les drogues étaient mauvaises et qu'il fallait juste dire non et qu'il fallait vraiment, enfin, il y avait le message que on vous a prévenu et si jamais vous faites usage des drogues, c'est vraiment votre choix moral. Alors tout ceci a ensuite créer le terrain pour que le châtiment soit la stratégie centrale. Et il y a une loi de réforme contre l'usage des drogues en 1980, en 1994. Il y a eu le changement de sentence et il y a eu donc des sentences, des peines beaucoup plus longues et des emprisonnements. Et puis l'acharnement contre le crack, la cocaïne. Et il y a eu aussi l'exacerbation de ces différences raciales. Et vous pouvez voir ici les chiffres qui montrent le taux d'incarcération aux États-Unis par rapport à la population générale. Et comment ceci monte en flèche et tout ceci également porte atteinte aux populations noires. Alors, nous avons ce contexte historique qui remonte à des siècles et qui a des effets très importants sur la santé publique et sur la santé en général, parce que l'histoire contribue à répandre cette stigmatisation par rapport aux usagers de drogue. Et puis, ceci nous mène à des expériences négatives pour les patients dans le domaine de la santé, à un manque de confiance mutuelle entre patients et professionnels et à des conflits fondamentaux entre la réduction des risques et les autres modèles. Alors maintenant, comment nous allons conceptualiser notre cadre de réduction de risques aux États-Unis? Alors, j'espère avoir réussi à vous expliquer que nous pensons à la réduction des risques non seulement en pensant aux risques fournis par la consommation de ces substances, mais aussi aux risques fournis par la politique des drogues. Cette politique de réduction des risques s'est originée en tant que mouvement social. Et dans le contexte des États-Unis, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de santé publique universelle et que l'État a un pouvoir significatif et qu'il y a des différences régionales très importantes. 12 États sur 50 criminalisent la distribution de seringues pour l'usage de drogues illégales. Et maintenant, je vous parlais de modèles cliniques de réduction de risque. Il y a une grande panoplie de modèles de réduction de risque. Voici ce qui se passe à Oregon, de là où je viens. Et j'ai sélectionné juste quelques modèles pour vous donner une vision générale. Je voudrais vous parler de l'éducation par rapport aux overdoses et la distribution de naloxone. C'est ce que nous comprenons comme OEND. L'analoxone est un antagoniste opioïde qui invertit l'overdose par opioïde. Et vu l'importance du fentanyl aujourd'hui et la puissance et le fait que le fentanyl contamine d'autres substances, eh bien, nous avons donc ce programme de ONED et nous savons que cette contamination du fentanyl est très importante. Il y a des programmes qui incluent l'éducation, la formation, la prévention de la rechute
Et ces programmes peuvent être mis en place dans des centres différents, dans des centres de réduction de risque, parmi les professionnels de première réponse, les professionnels de la santé. On peut également répandre ces programmes dans les soins primaires. Même si la réduction de risque montre différents aspects, mais on peut également répandre ce programme dans des prisons ou des établissements scolaires. Alors, pour la mise en place de ce programme ONED, eh bien, voici ce succès que nous avons eu et c'est justement parce que nous avons réussi à lancer ce message de santé publique par rapport à l'analoxone. Il y a quelques années que nous avons lancé ce message qui disait « Soyez préparés, obtenez de l'analoxone, sauvez une vie ». C'est un petit peu pour dire que tout le monde devrait porter de l'analoxone comme on porte le téléphone mobile dans la poche. Et il y a certains États qui permettent de demander de l'analoxone en pharmacie sans avoir une prescription. Il y a d'autres États qui prescrivent l'analoxone aux usagers ou aux membres de la famille des usagers. Et c'est très important de faire tout cela pour pouvoir venir en aide des usagers de drogue mais dans d'autres États, et enfin, toute personne qui viendrait aider un usager de drogue et qui possède une substance pourrait donc être pénalisée. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à consommer des drogues seules. J'ai déjeuné avec la femme responsable de ce programme de l'analoxone et elle a publié un podcast. Et en fait, Steven me disait que dans son hotline, dans son téléphone de soutien, eh bien, c'était surtout des femmes qui appelaient et qu'elles pouvaient parler là-bas de la vulnérabilité, de l'isolement que sentent les personnes qui consomment seules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lignes téléphoniques ou des applis qui peuvent aider ces personnes à faire qu'elles se sentent moins isolées et quand elles consomment. Et aussi, quand on les rappelle et qu'elles ne répondent pas, on peut appeler aux urgences. Il y a également des cliniques qui fournissent un conseil consistant aux patients pour qu'ils commencent à consommer et à continuer d'utiliser la buprénorphine. La buprénorphine n'est pas aussi répandue aux États-Unis que dans d'autres endroits du monde, y compris la France, mais on propose ici une entrée au traitement le jour même et un traitement flexible centré sur le patient dans différents entourages des cliniques ou alors dans d'autres environnements. Et cette expérience a été très importante et aussi ces cliniques peuvent offrir d'autres services comme les soins pour l'hépatite C et d'autres fournitures pour la réduction de risques. En fait, les soins sont beaucoup plus stables une fois que l'on est sous buprénorphine. Les services de soutien aux pairs sont d'autres services liés à la réduction de risque. Ici, nous avons des employés qui font partie de l'équipe de santé, qui peuvent soutenir socialement, moralement et qui peuvent accompagner les patients. Et voici une photo de l'équipe de pairs, en fait. Et cette équipe, elle a transformé vraiment les soins fournis à l'hôpital où je travaille. Et on peut utiliser ces équipes de pairs dans des services d'urgence et ainsi de suite. Et il est important de reconnaître les challenges que comporte la mise en œuvre de programmes de pairs. L'expérience vécue par les pairs par rapport à l'addiction, ses conséquences combinées avec la distance de la culture médicale et de la hiérarchie se trouvent au centre de leur pouvoir. Et cela crée
des défis, en fait, pour intégrer les pairs dans des environnements hospitaliers. Et c'est vrai que le rôle des pairs, des fois, ne correspond pas exactement au rôle traditionnel de la hiérarchie médicale. Et ceci pose un défi. Et puis aussi, il y a le défi du financement de ces équipes de pairs qui est très instable. Et quand je pense à ces interventions cliniques, eh bien, je voulais vous parler également de la réduction des risques que comportent les politiques. Et c'est quelque chose, cette citation, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Un médecin qui travaille dans notre centre de conseil dit: ceci est une institution et je sens souvent que les pairs nous montrent la façon dont les établissements peuvent porter atteinte aux patients ou alors peuvent au contraire écouter les patients. Et nous avons tous le pouvoir de pouvoir changer ce système. C'est vraiment pour cela que j'aime beaucoup cette citation. Alors, ici, je voudrais vous parler de certaines expériences aux États-Unis, des interventions de réduction de risques aux États-Unis. Sans doute que vous le savez déjà, à New York, on a ouvert le premier site d'injection supervisée. Et je pense que, voilà, il est important de reconnaître qu'il y a des centres d'injection supervisés dans d'autres endroits, mais c'est des endroits auxquels les consommateurs peuvent se rendre sans être arrêtés. Et l'expérience de New York nous montre que c'est tout à fait faisable, que c'est acceptable. Avec l'usage de ces services, on peut aider les communautés. Cependant, le centre de prévention des overdoses, enfin, leur implantation reste un défi parce que ces centres de prévention de l'overdose restent quand même illégaux dans beaucoup d'États. Et en fait, c'est un crime d'ouvrir ce type de centre afin d'utiliser, distribuer ou fabriquer des substances non contrôlées. Et en fait, l'administration de Biden a défendu la réduction des risques, mais des fois, elle ignore ou elle tourne les yeux par rapport à certains aspects que la loi contemple encore. Et même si ces centres de prévention d'overdose deviennent légaux au niveau fédéral, c'est vrai que les États vont imposer leur propre réglementation. Et pour moi, voilà, je pense que ça va prendre un certain temps. Alors, pour résumer, les interventions de réduction des risques aux États-Unis doivent aborder les dommages causés par l'usage des drogues, mais aussi par la politique des drogues. Il faut mettre en place des réductions des risques, mais c'est compliqué aux États-Unis à cause de tout le contexte historique. Et je voudrais maintenant vous remercier et remercier également le travail de l'équipe, la docteure Elizabeth Salisbury Ashfar, ainsi que d'autres collègues qui m'ont vraiment aidé à faire cette présentation, tous les membres de l'équipe pour leur soutien aussi à Lyon, et mon équipe de l'OHSU et les leaders de la réduction des risques d'Oregon, d'où je viens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui laisse ouverte un certain nombre de réflexions sur cette crise des opioïdes qui domine tout. J'étais moi-même à Boston il y a 2 ans et les gens étaient devant l'hôpital et s'injectaient devant l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de faire une overdose et que c'était un moyen d'être pris en charge. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avec des collègues américains et peut-être que 2 éléments sont forts, mais vous dites bien que c'est très inégal selon les États. C'est la prise en charge gratuite des usagers de drogue, et quand même, en France, on a cette chance incroyable d'avoir la carte vitale. Et la deuxième chose, c'est de trouver une possibilité d'avoir accès au traitement de substitution simple. Vous le dites, dans votre institution, on peut rentrer dans un système de buprenorphine dans la journée. Ça, c'est sûrement une des conditions les plus formidables. Merci beaucoup.
Je vais passer la parole à Perrine Roux, qui vient de Marseille, qui est directrice de recherche à l'INSERM. Et je ne peux pas m'empêcher de saluer la mémoire de notre amie Béatrice Stamboul, qui a beaucoup travaillé avec vous et que nous admirons tous beaucoup, avec qui nous avons travaillé. Merci. Alors, votre intervention, c'est dispositif innovant de réduction des risques. Ça a changé Ah. sur le programme en ligne. Alors, je vous laisse Je annoncer. vais annoncer le titre de ma. Donc, c'est comment la recherche communautaire et participative peut contribuer à la réduction des risques. Donc, merci pour le famage à Béatrice Stamboul. Évidemment, je ne peux pas commencer ma session sur la réduction des risques sans avoir une pensée pour elle. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu comment on développe nos projets de recherche participative et communautaire. C'est une présentation que j'avais proposée pour un congrès sur le VIH à Stockholm récemment, puisque cette recherche participative, elle nous vient en grande partie de la lutte contre le VIH. Donc voilà, rapidement, les principes de cette recherche participative, c'est de faire évidemment avec les personnes concernées et pas pour les personnes. Et donc, il y a cette phrase célèbre « Nothing about us without us » qui a été beaucoup utilisée donc, dans la lutte contre le VIH. Un bouquin de l'ANRS qui décrit de manière assez pragmatique ce qu'est la recherche participative, qui repose sur plusieurs principes, dont évidemment la mobilisation des personnes concernées et des communautés. Une approche qui va aller du bas vers le haut, donc des populations concernées vers les décideurs. Elle est basée évidemment sur le savoir expérientiel et le savoir expérientiel a une grande place dans la recherche participative. Et puis, elle permet une transformation sociale. Donc, la réduction des risques, on l'a décrite précédemment, vous savez ce que c'est. Donc, c'est plus que des services, des outils, c'est également une approche globale qui va être à la fois une approche holistique et pragmatique pour répondre à des enjeux non seulement de santé, mais aussi sociaux et légaux, donc qui va œuvrer pour la politique des drogues. Et donc, juste pour rappeler que la place des personnes est majeure dans la construction de la réduction des risques. Et c'est pourquoi cette recherche participative, elle est également importante pour pouvoir à la fois évaluer la réduction des risques, mais aussi apporter des connaissances pour contribuer à la réduction des risques. Donc, je vais vous présenter quelques éléments qui montrent en quoi cette recherche participative permet de contribuer à la réduction des risques. D'abord, travailler avec les personnes concernées nous permet de toucher ces publics et qui sont souvent des publics invisibilisés ou des publics difficiles d'accès. Et donc, ça nous permet, par exemple, dans nos études, de toucher les femmes, par exemple, qui sont souvent un peu minoritaires dans les services de réduction des risques, les populations LGBT, évidemment, les personnes racisées, les personnes sans abri. Et aujourd'hui, une nouvelle population d'usagers de drogue qui est également parfois difficile d'accès, qui sont les psychonautes, les usagers de drogue qui vont se connecter sur les forums et qui sont également un public intéressant à observer. Donc, également, les mots comptent dans la recherche participative comme ils comptent pour les communautés. Et donc, je voulais partager avec vous ce rapport qui a été publié par Input et qui s'intitule donc « Les mots comptent » et qui montre qu'il y a certains mots aujourd'hui qu'on ne doit plus utiliser. Exemple, junkie, drug users. On va plutôt préférer people who use drugs. Addict ou drug abuser, people with drug dependence. In relapse or non-abstinent, currently using drugs. Donc, on évite également les termes en français, par exemple, de rechute qu'on entend beaucoup et qui seraient plutôt, en tout cas, les communautés nous amènent à parler plutôt de reprise de consommation. Le terme clean aussi est un terme qui est très stigmatisant. Et voilà, donc tout ça, c'est des mots importants qui, dans nos recherches aussi, doivent être utilisés à bon escient. Les communautés avec lesquelles nous avons la chance de travailler
nous amène également à penser nos questions de recherche différemment. Par exemple, quelles sont les interventions qui vont encourager l'abstinence parmi les personnes qui consomment? Eh bien, ils vont nous amener, ces personnes qui participent à la recherche, à questionner différemment avec quelles sont les interventions qui pourraient réduire les risques liés à la consommation. Bon, une question qui est assez évidente, mais une autre question sur, par exemple, la rétention dans les soins. On va plutôt préférer ou on peut s'intéresser plutôt à comment la stigmatisation doit être réduite ou en tout cas comment elle impacte sur la prise en charge. Comment les interventions peuvent encourager l'abstinence? Eh bien, on va plutôt questionner l'empowerment des communautés. Les effets négatifs des drogues, eh bien, essayer de comprendre quels sont les effets positifs des drogues. Voilà. Donc, des questions qui peuvent faire débat, mais en tout cas, travailler avec les personnes des associations d'autosupport nous amène à de nouvelles questions qui, à mon avis, méritent des réponses par les données scientifiques. Donc voilà, on évalue également des interventions donc, pertinentes qui sont développées par les communautés. Donc là, je donne quelques exemples de données scientifiques qui ont été produites avec les personnes concernées, notamment autour de l'éducation à l'injection, donc une intervention qui a été validée en France et qui a montré donc, des effets positifs sur la réduction des pratiques à risque VIH, hépatite C et de un meilleur accès au dépistage VHC. Un papier qui nous vient des États-Unis et qui montre en quoi la recherche participative permet de mieux mettre en place une médecine personnalisée pour les personnes utilisatrices de produits. Et puis, une étude sociologique qui a été menée par notre collègue Magdalena Harris et qui montre que former les médecins avec les communautés permet de réduire la stigmatisation dans les soins. Une autre étape importante dans la recherche participative, c'est la production. Donc, comment ces données produites vont pouvoir être utilisées pour le plaidoyer. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser en amont de la recherche, à construire tout au fil de la recherche, utiliser les bons outils méthodologiques, utiliser un langage approprié pour que ces données scientifiques ensuite puissent être utilisées par les associations pour le plaidoyer. Et donc, je pense à plusieurs moments importants qui ont été l'accès au traitement agoniste, traitement de substitution aux opiacés, une action annuelle qui s'appelle Support Don't Punish et donc qui également mobilise des données scientifiques pour essayer de faire avancer le débat sur les politiques des drogues. Et dans le contexte de la crise des opiacés aux États-Unis, on a pu montrer donc que effectivement les données scientifiques aujourd'hui montrent qu'il est important de développer la réduction des risques aux États-Unis. Et j'ai mis une photo d'un film récent de Nan Goldin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais qui est un film assez touchant qui montre l'importance de développer la réduction des risques aux États-Unis. Donc, juste deux exemples de recherche participative que nous avons conduite avec l'équipe du CESTIM. L'enquête EPOSIM, donc, qui est une enquête qui a été conduite en amont de l'ouverture d'une potentielle salle de consommation à moindre risque, qui n'est pas encore ouverte, mais voilà, nous espérons une ouverture prochaine. Et puis, un projet sur l'analyse de drogue, Check Now. Donc, rapidement, cette enquête EPOSIM, enquête préliminaire à l'ouverture d'une salle d'injection à Marseille, qui a été construite avec l'association Assun Marseillais, se base sur une étude sociologique et une méthodologie donc, qui a été citée précédemment et qui est le photovoix et qui est vraiment un outil méthodologique participatif intéressant pour ces recherches participatives. Il permet de donner aux usagers la possibilité donc de prendre des photos et de mettre en récit ces photos. Et ça permet également de mettre en évidence des pratiques parfois invisibilisées. Et donc, on a proposé cette méthode pour pouvoir documenter ce qu'est l'injection dans l'espace public dans une ville où il n'y a pas de salle de consommation.
de drogue à moindre risque. Et donc, les résultats donc, qui ont été publiés il y a quelques temps, conduits donc, par Marie Dos Santos, qui est sociologue dans mon équipe, montrent des images qui sont assez frappantes. On voit que les usagers ont des stratégies de réduction des risques. On voit là un sac à gauche avec du matériel stérile. Tout à droite, vous avez une bouteille dans laquelle les usagers mettent leurs seringues usagées. Et au milieu, les lieux où ils injectent des produits. Donc, il y a comme une incohérence entre ce qu'on leur propose comme outil de réduction des risques. Et donc, voilà, c'est en tout cas des éléments scientifiques qui ont servi au plaidoyer de la salle de consommation à Marseille. Le projet Check Now, donc c'est un projet national qui vise à évaluer le déploiement de l'analyse de drogue en France. C'est une recherche participative qui utilise une méthodologie qu'on appelle la recherche sur la mise en œuvre ou implementation research, qui mobilise à la fois du quanti et du quali avec une méthode Delphi qui vise à comprendre un peu les opinions des experts sur l'analyse de drogue. Une recherche qualitative et une méthode quantitative qui va permettre d'évaluer l'efficacité de l'analyse de drogue à travers une cohorte en ligne, donc une e-cohorte qui va démarrer prochainement. Et donc, juste ce que je voulais vous montrer dans ce projet, on a proposé pour pouvoir s'assurer que ce soit une recherche participative qui soit, en tout cas, tout au long de la recherche, que les usagers, les personnes des communautés, des différentes associations d'autosupport puissent suivre, construire avec nous la recherche. On a créé, à côté donc, du comité de pilotage, du comité scientifique, un conseil communautaire qui est composé seulement de personnes issues des différentes associations d'autosupport. Et voilà, au-delà de cette possibilité pour les usagers de pouvoir s'exprimer librement, c'est aussi un groupe de personnes qui œuvrent pleinement pour la recherche et qui ont été très, très constructifs et utiles à la recherche. Et donc, pour finir, voilà, la recherche participative et communautaire, elle est de plus en plus mobilisée, elle est décrite dans beaucoup d'applications, mais ce n'est pas toujours évident de la mettre en place. Et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur comment définir cette recherche. Et donc, avec cet objectif donc d'essayer de développer ce type d'approche scientifique, j'ai proposé de créer un réseau de recherche participative et pluridisciplinaire autour de la réduction des risques, donc le réseau AREN, financé par l'IRESP, qui m'a permis de rassembler différents laboratoires de recherche avec des disciplines variées qui vont des sciences politiques à la sociologie, en passant par la dictologie, l'économie, l'épidémiologie évidemment, et puis les associations d'autosupport avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et donc voilà, c'est un lieu riche en discussion, et j'espère que de ce lieu-là pourra émerger des projets de recherche participative exemplaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, vous avez compris qu'on ferait la discussion après. Merci pour cette présentation sur la recherche participative et la parole donnée aux usagers. C'est vrai que ça a été le premier effort que nous avons fait lorsqu'on nous avons mis en place les politiques de réduction des risques. Maintenant, je vais donner la parole à un Américain, mais Américain qui est devenu hollandais. Bien, voy a pasar la palabra a un americano que trabaja en Ámsterdam, se llama Jason Farrell, que va a hablarnos de su proyecto en Ámsterdam. Adelante. Muchísimas gracias. Bon après-midi et merci. Merci de m'avoir invité encore, Jean-Pierre, chers organisateurs de la conférence. C'est magnifique d'être ici
Et puis, c'est magnifique de voir certains anciens collègues, des amis, de rencontrer de nouveaux, de faire de nouvelles amitiés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai déroulé à Amsterdam. Je suis le directeur des centres soutien de choix et je vais vous parler de ce que nous faisons dans les centres d'asile des Pays-Bas. Notre mission consiste à donner du soutien et à défendre des personnes, des usagers de drogue et les mettre en contact avec les services appropriés et de fournir le plaidoyer nécessaire pour accéder à ces services. Nous offrons une série de services pour les personnes qui ont du mal avec du stress post-traumatique. On les aide à avoir des mécanismes d'adaptation. Nous soutenons les changements de style de vie. Nous les aidons donc à faire ces changements. Mais ces personnes, en fait, elles veulent le faire, mais ont besoin d'orientation. Nous les aidons dans les premiers pas pour établir un plan de prévention pragmatique, un plan de prise en charge qui soit réaliste et qui soit faisable avec des buts faisables et qui sont négociés entre eux et les psychologues. Nous aidons les personnes de toutes les identités de genre et de toutes les orientations sexuelles. C'est vraiment une approche très holistique et nous tentons de combler les brèches que présentent certains services dans les Pays-Bas. Nous avons commencé en 2017 et nous nous sommes développés suivant les besoins justement des personnes que nous aidons. Nous avons développé donc un réseau et puis une appli. Et quand nous avons commencé, nous travaillions surtout avec des hommes qui présentaient des difficultés par rapport aux drogues, au sexe, et puis nous avons donné du conseil, et puis nous avons travaillé auprès de la communauté LGBTQ+, et puis nous avons commencé aussi à travailler dans des centres d'asile auprès de la population de demandeurs d'asile et de la population LGBTIQ. Et voilà, vu que je n'ai pas trop de temps, je vais passer vite et je vais vous montrer ce que nous faisons. Il faut donc s'enregistrer en ligne. Nous avons un centre d'appel gratuit et puis tout le monde reçoit en fait une session initiale où l'on détermine si l'usage de drogue est grave et s'il y a besoin de traitement. Et nous allons travailler donc avec le sujet pour savoir quels sont les besoins pour minimiser les risques, y compris le comportement par rapport à l'usage des drogues. Et puis, nous savons également que des fois, il faut attendre longtemps pour le traitement et qu'il y a aussi donc les aspects de santé mentale. Donc, nous soutenons ces personnes pour qu'elles soient prêtes au traitement, pour qu'elles sachent ce à quoi elles vont s'apprêter et qu'elles connaissent quels sont donc les besoins spécifiques. Et nous avons des services de prévention, comme je le dis aujourd'hui, auprès de la communauté de migrants. Alors, pourquoi ces centres et pourquoi Choices travaille dans les centres d'asile? Eh bien, au cours de la COVID, il y a eu beaucoup de services qui ont commencé à travailler en ligne et il y avait également beaucoup de services qui devaient réduire leur capacité à cause des distances sociales, ce qui créait des temps d'attente énormes. Et alors, tout à coup, nous étions très, très occupés. Et au cours de cette époque, les réfugiés d'un centre proche sont venus nous voir et nous ont dit « Qu'en est-il de nous ? Nous aimerions obtenir du soutien, mais nous n'avons pas d'ordinateur, nous n'avons pas de tablette, le Wi-Fi dans ces centres n'est pas bon, nous n'avons pas d'intimité et notre sécurité est difficile aussi. Il est difficile de garantir notre sécurité. Alors, on a parlé avec eux et on leur a dit, voilà, on va aller, on va venir dans vos centres d'asile.
Et c'est vrai que ce que nous avons vu, c'était horrible. Le trauma, le choc, le stress. Enfin, tous les problèmes que rencontrent ces personnes là-bas et qui vont au-delà de la sécurité, qui ne font que attiser ce trauma. Imaginez que vous quittez un pays parce que vous allez être persécuté ou que vous irez en prison ou que vous serez tué pour votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. Et tout à coup, vous arrivez aux Pays-Bas et on vous place dans un centre d'asile et voilà, et vous vous retrouvez avec les mêmes personnes desquelles vous vous êtes enfui. Alors, enfin, ceci n'est pas une façon sûre d'accueillir les personnes qui arrivent dans notre pays. Justement, s'il s'agit des personnes qui, justement, veulent quitter leur pays pour être libres et aimer les personnes qu'elles voudront aimer. Alors, le centre d'asile devient cette deuxième armoire. Et c'est vraiment très difficile. C'est difficile de s'adapter ainsi à la communauté et à la culture néerlandaise. Et le système de soins est très fragmenté aux Pays-Bas et les temps d'attente sont très longs et même il faut aussi beaucoup attendre pour avoir un habitat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'orientation, très peu de soins que l'on fournit normalement à cette communauté de personnes. Et puis, il y a une organisation qui est responsable de fournir un logement aux demandeurs d'asile. Et en fait, ils sont très contents de notre présence parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aborder tous les besoins et qu'il manque de personnel pour vraiment atteindre tout le monde. Alors, nos soins sont divisés en deux. Nous fournissons du soutien et de l'éducation et il y a aussi une aide psychologique de premier ordre et qui, en fait, aux Pays-Bas n'est pas disponible autrement. Et nous présentons aussi des aspects liés à l'usage problématique de drogue, des aspects liés au VIH. Nous fournissons du soutien par rapport à des problèmes sociaux, à des problèmes de sécurité. Nous fournissons la stabilité, la motivation au cours de ces longues périodes d'attente. Nous donnons des services de santé mentale et nous aidons les sujets à... enfin, nous faisons les connexions nécessaires avec la communauté LGTBI et nous donnons des conseils pour mieux s'intégrer dans la société hollandaise et dans la communauté queer. Nous fournissons d'informations par rapport à l'usage des drogues, ses risques, la prévention de l'addiction. Nous informons également des comportements à risque sexuellement, la prévention également des maladies sexuellement transmissibles. Nous travaillons auprès de la communauté et nous sommes en contact aussi avec les applis pour les rendez-vous qui connectent qui peuvent connecter ces sujets-là avec d'autres personnes qui les invitent à des sessions de chemsex, ce qui peut être encore plus problématique. Et à cause de notre capacité limitée et de nos manques de ressources, nous avons ces centres où nous fournissons du conseil et notre approche individuelle consiste à développer un plan pragmatique où nous aidons les personnes à se stabiliser, à donc se stabiliser du point de vue de la santé mentale, à réduire le sentiment de honte ou de culpabilité. Nous augmentons donc la confiance et nous améliorons aussi la prise en charge de la santé. Et voici, nous accueillons des personnes de différents pays et voici nos résultats en termes de prévention.
c'est vraiment, nous avons du succès pour aider les gens à s'en sortir et à aller de l'avant malgré les problèmes. Au cours des sessions hebdomadaires, nous préparons également ces personnes aux interviews pour la migration. On leur permet aussi de parler de leur identité sexuelle, ce qui n'était pas possible dans leur pays d'origine. Et voilà, je vous ai présenté les résultats de notre travail, aussi quelques photos. Et très important aussi, pour atteindre les personnes partout dans le pays, nous avons développé un service téléphonique et un service de chat, c'est-à-dire que nous sommes disponibles de lundi à vendredi de 10 à 5 à 17 heures. Et nous avons une équipe de psychologues qui parlent également différentes langues. Et en fait, j'ai quelques matériels ici que vous pouvez prendre pour en savoir plus. Et voici certains des problèmes dont ils nous parlent, dont les clients nous parlent. Donc, voici les clients que nous rencontrons au quotidien. Et voici comment nous tentons d'aider les gens de notre mieux. Et voilà, dans les centres des chercheurs d'asile, eh bien, ces centres-là ne sont pas sûrs et puis les unités queer ne sont pas sûres. Et voici quelques points de repère. Nous avons développé également des services pour la communauté trans et nous avons collaboré avec les établissements médicaux de chaque emplacement. Et avec notre ligne de support téléphonique, nous avons prévenu et évité 2 suicides. Et nous avons également une ligne de chat parce que des fois, les gens ne se sentent pas sûrs au téléphone pour des questions de privacité. Et nous allons répandre nos actions dans d'autres centres d'asile pour les chercheurs d'asile pour tenter à aider ces personnes pour qu'elles accèdent à du traitement de longue durée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Et il y a du matériel, si vous voulez, avec plus d'informations sur nos activités. Merci beaucoup. Merci, merci, Jason. Un basque espagnol, Coldo Calado de Bilbao, qui va nous parler de l'influence de l'usage de médicaments psychotropes et de drogues sur la mortalité associée à la méthadone. Bueno, arratsaldeon guztioi, y en primer lugar agradecer a Jan. Bon après-midi à vous tous. Je tiens donc à remercier Kate pour m'avoir donné cette opportunité. Je vais vous parler de l'influence des drogues et l'influence de l'utilisation des médicaments et des drogues psychotropes dans la mortalité associée à la méthadone. La méthadone, c'est un égoïste qui est utilisé pour la douleur chronique, mais aussi pour toutes les substitutions des opioïdes et d'ailleurs fait partie des médecines essentielles de la OMS. Ça a été le premier traitement qui a été adopté en Europe, qui a été adopté pour toutes les thérapies de substitution opiacées en 1967. Et c'est un élément qui a commencé à être utilisé en Suède et maintenant c'est le traitement le plus répandu en Europe. D'ailleurs, la plupart des patients qui suivent actuellement des programmes de substitution des opiacés, la plupart donc se retrouvent sur traitement sous méthadone. Pour le cas de l'Espagne, le traitement sous méthadone couvre les 90% de la population, alors qu'en France, la présence n'est que d'un 40% et qui sont au-dessus de la buprenorphine. En plus, c'est un médicament qui fonctionne, c'est-à-dire toutes les études réalisées nous ont montré que les patients qui sont sous méthadone consomment moins quantité d'autres opiacés
efficace que ceux qui ne sont pas sous ce traitement. Néanmoins, mais en plus de cet effet qui est très bénéficieux, il y a d'autres études qui nous ont démontré que la méthadone peut provoquer des effets adverses et même normalement a été enfin, il y a une mise en relation avec l'augmentation de la mortalité. Ceci, c'est une étude réalisée en Europe où l'on voyait les patients donc, qui venaient aux urgences et qui normalement parlaient des problèmes liés à des drogues, à la consommation des drogues. Là, vous voyez que la méthadone apparaît au premier lieu lors de ces urgences liées à des médicaments. Cette même étude a étudié la mortalité associée à l'utilisation des drogues et on a constaté que la plupart de le gros de la mortalité ou la plupart des cas étaient associés à la consommation des opiacés et parmi ces opiacés, nous voyons 15 qui étaient liés à la méthadone. 15 décès. C'est encore une étude plus récente en Espagne où l'on constate que plus de 30% des patients qui décèdent donc à la suite d'une réaction à des substances présentent des niveaux de méthadone dans leur sang. Alors on voit que la méthadone a été associée à la présence des effets adverses et aussi à la mortalité. Mais quel est le rôle de la méthadone? Parfois, c'est donc une mort incidentale ou il y a le suicide, il y a les accidents. Parfois, en fait, il se peut que d'une certaine manière, la méthadone ait une relation en direct avec la mort, liée donc aux effets au niveau système nerveux central ou liée aux effets toxiques sur certains organes qui vont contribuer à augmenter le risque de mort subite, mais ce qui nous intéresse, ce sont les cas où la méthadone est directement associée avec la cause du décès. Alors, on parle d'intoxication, on parle donc d'overdose et les effets qui ont été reliés à ce type de mort par méthadone, c'est l'effet dépresseur sur le système nerveux central et le fait de allongement de l'intervalle QT associé à des effets d'arythmie. Dans ce sens, d'autres études ont montré quels sont les facteurs qui vont augmenter le risque aussi bien de dépression respiratoire associée à la méthadone comme sur le cas, l'âge, des pathologies hépatico-pulmonaires, l'apnée du sommeil, mais aussi l'utilisation d'autres substances, d'autres drogues. Et quels sont les facteurs de risque qui vont augmenter la possibilité que les arythmies surgissent, comme ces femmes, pathologies cardiaques ou hépatiques, mais aussi l'utilisation de médicaments qui puissent prolonger le QT. Il y en a certains donc antiviraux très utilisés par la population ayant de VIH, de même que d'autres médicaments qui sont utilisés dans le traitement de certaines autres maladies. Dans ce sens, il y a donc toute une liste de médicaments qui vont augmenter le risque de ce prolongement de l'intervalle QT et donc de l'apparition des arythmies qui peuvent être mortelles. Il y a la cocaïne, mais à côté de la cocaïne, nous voyons aussi de médicaments que nous utilisons, comme c'est la fluoxétine et la clozapine ou autres. Et en fait, on voit donc une liste de médicaments qui peuvent réduire le métabolisme de la méthadone en augmentant les niveaux de plasme et en augmentant le risque de mortalité associé aussi bien à la dépression respiratoire que aux effets sur l'intervalle QT. Donc là, nous voyons donc des médicaments comme citalopram, en fait, ou d'autres. Alors,
Alors, d'un point de vue théorique, l'utilisation donc concomitante de substances ou d'une pharmacologie psychiatrique, en fait, peuvent être un facteur de risque pour augmenter la mortalité par méthadone. Néanmoins, ce que nous avons voulu relever était notamment voir si ce que l'on disait, donc en théorie, était devenue une réalité chez les patients qui prenaient de la méthadone. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude. On a analysé toutes les autopsies qui avaient lieu à Biscaye dans une période de 18 ans, c'est-à-dire entre 2003 et 2020. 22, pardon. Pendant cette période, il y a eu 11 500 autopsies réalisées, donc, notamment sur 8 000 nous avons fait une étude de toxicologique et sur 300, c'est-à-dire sur les 3,7% des autopsies, on a décelé la présence de méthadone. Alors, parmi ces autopsies, les 80% c'était des hommes, 20% c'était des femmes et l'âge moyen était de 42,8 ans. Quand on a divisé la période de 18 ans et on l'a coupée par des groupes de 6 ans, par des tronçons de 6 ans, on a constaté que l'âge moyen de ces patients était de plus en plus élevé, ce qui montrait le vieillissement de cette population, des populations qui étaient sous traitement de méthadone. Si l'on regarde les niveaux de méthadone dans le sang, dans le 50%, ils étaient inférieurs à 0,5 mg par litre, 35% entre 0,5 et 1, et uniquement dans les 15% de cas, les niveaux étaient supérieurs à 1 microgramme par millilitre, c'est que l'on considère des niveaux toxiques, un niveau toxique. Quand on analyse toutes ces autopsies, toutes les raisons donc de décès de ces 20, de ces 321 personnes ayant de la méthadone, on a constaté que sur les 28% des cas, la mort n'était pas liée à la méthadone. 44, c'était des morts violentes ou des accidents, des suicides. Et dans 49%, 40, dans le 15%, c'était des morts naturelles subites au niveau du système cardiocirculateur, on a retrouvé de blocages d'artères ou on a trouvé des réalités qui justifiaient la mort. Mais ce qui nous intéressait le plus, ce sont les 235 décès qui étaient directement liés à la méthadone. Alors 64, le 20%, c'était lié donc à une bronchopneumonie qui était associée à cet effet de dépression respiratoire qui provient de la méthadone. Et dans 171 cas, c'est-à-dire plus de la moitié des décès où il y avait une présence de méthadone dans les sangs, nous n'avons pas retrouvé aucune altération qui puisse justifier le décès. C'est ce que nous appelons des autopsies blanches et alors, la plupart des cas, le décès on peut l'attribuer à un effet de rythme que qu'on peut pas constater quand on fait une autopsie. En fait, on a étudié la présence d'autres drogues ou d'autres substances ou d'autres éléments en plus de la méthadone. Et ce que l'on a vu est que dans plus de 80% donc des patients décédés avec de la méthadone dans le sang et ils avaient aussi des benzodiazépines, c'est-à-dire une pharmacologie qui provoque aussi la dépression respiratoire et qui peuvent avoir un effet de synergie avec la méthadone et augmenter le risque. Mais en même temps, dans plus de 40% de ces cas, en plus de la méthadone, on retrouvait d'autres produits de la liste et qui vont prolonger l'intervalle QT, ayant donc un effet de synergie en augmentant le risque de mort par méthadone, pas de décès par méthadone. Sur les substances non licites, dans les 41%, en plus de méthadone, on retrouvait des traces de cocaïne, 35%, on a retrouvé du cannabis, on a retrouvé de l'héroïne, amphétamine et 12% de l'éthanol. En plus, alors, on a constaté que dans certains cas, les patients décédés
et qui avaient des niveaux de méthadone dans le sang, ils avaient aussi non seulement un, mais plusieurs, 2, 3, 4, et pas, même d'autres, donc des drogues en plus de la méthadone dans le sang. Alors une fois qu'on a constaté, que l'on a compris la situation, on a voulu faire une régression logistique pour déterminer quel était le risque réel que la consommation des drogues, que la consommation des drogues avec la méthadone pouvait avoir, quel est le poids sur la mortalité. C'est ainsi que nous sommes arrivés à déterminer que la présence de une ou deux médicaments psychotropes en plus de la méthadone pouvait multiplier par 5 le risque d'un décès lié à la méthadone. S'il y en avait que 3 ou 4, l'augmentation était de 9,5 et la présence de 5 ou plus substances augmentait le risque par 12. Quand on divisait ce risque entre médicaments psychotropes, des substances d'abus, on a constaté que la présence dans le sang d'un médicament psychotrope, normalement pour le traitement de la maladie mentale, a augmenté 2,4 fois le risque que le décès soit lié à la méthadone, tandis que la présence de deux médicaments au plus a augmenté 3,45 45. Alors, en ce qui en ce qui concerne la consommation récente de drogue illégale, on a constaté que le risque augmentait à 9,5 alors que la présence de 2 ou plus substances illégales, donc en plus de la méthadone, a augmenté de presque 3 fois le risque de décès. Les conclusions de notre étude ont été que la mortalité associée à l'utilisation de la méthadone est principalement due à ces effets toxiques de dépression respiratoire ou aux troubles au niveau de la rythmie cardiaque liés donc à l'allongement de l'intervalle QT et que la consommation des substances multiples psychoactives ou des drogues illicites, donc principalement la cocaïne, a des effets synergiques et c'est un des risques et c'est le risque principal associé à la mortalité due à la méthadone. C'est un élément que nous devons tenir compte au moment de prescrire de la méthadone à nos patients. Donc, je crois que je peux m'arrêter là. Merci, merci, merci à vous tous. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Il reste plus beaucoup de monde dans la salle. Évidemment, c'est le dernier atelier. Mais on a la chance parce qu'on a encore 20 minutes de discussion. Et comme ce panel est particulièrement intéressant, j'aimerais vous écouter, poser des questions. Alors, personne ne veut se risquer. Ah, Oui, merci. Donc, je me lance pour une question. Donc, c'est vrai que c'est un panel riche et plein de challenges avec 1000 questions. Alors, j'aurais deux questions à deux extrêmes. Une pour Pat. Il a dit que il aimait pas. Si on n'utilise pas le mot disorder, qu'est-ce qu'on dit du coup? Et, yeah, my question is about. So you said you didn't like disorder or addiction for that matter, and Donc, vous avez dit que vous n'aimez pas le terme de trouble, disorder, et j'ai compris qu'il peut y avoir un stigmatisme associé, mais d'un autre côté, comment on peut l'appeler? La question sous-jacente, c'est que, bien sûr, on peut simplement dire c'est quelqu'un qui utilise une substance, mais est-ce que c'est juste en ce sens que
il y a beaucoup de données qui suggèrent que les gens peuvent utiliser des substances, y compris l'héroïne, de façon tout à fait non problématique, où ils gèrent tout cela, ils peuvent contourner les problèmes peut-être, ils peuvent s'en sortir, mais d'autres non. Est-ce qu'il est juste, sans stigmatiser, est-ce qu'il est juste de ne pas reconnaître que certaines personnes ont besoin de plus d'aide que d'autres? Et comment peut-on le dire? Vous avez utilisé un autre mot que j'aime pas. J'aime pas le mot substance. Mais comment peut-on parler de ces choses-là et avec les personnes qui viennent nous demander de l'aide? J'espère que les gens qui viennent nous demander de l'aide ne se font pas accuser de use disorder, hein, c'est un peu ce qu'on dit. J'espère que c'est pas que ça qu'on dit. Les gens utilisent des drogues. C'est une façon de le dire. Les gens qui utilisent des drogues. Il y a beaucoup de façons de le dire. Je crois que pour être juste, pour des gens qui disent drug use disorder, en général, ils n'utilisent pas quand ils parlent avec les personnes concernées. C'est en général sur une présentation graphique ou quelque chose comme ça. Mais il s'agit simplement, enfin, c'est une très bonne question. Et j'essaie de penser, essaie de comprendre la question. Est-ce que vous dites que il faut utiliser le mot drug use disorder? Est-ce que c'est ça que vous dites? Est-ce que c'est la seule façon de parler de ça? Non, je ne dis pas ça. Je, je ne veux pas prendre trop de temps. Mais c'est intéressant, ça mérite un peu de temps. Je suis d'accord que beaucoup de personnes n'ont pas de problème. Ils utilisent quelque chose qui n'est pas légal, mais ce n'est pas un désordre, un disorder en tant que tel. Ce n'est pas forcément une condition médicale. Et vous pouvez avoir des problèmes liés au statut juridique, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à l'état mental. Par exemple, moi, je vois des gens qui viennent me voir, ils me disent, j'utilise telle ou telle substance. J'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent aussi, qui n'ont pas de problème. Mais moi, je me retrouve dans une situation où j'ai du mal à gérer tout cela. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et probablement pas, mais l'usager de drogue ou quelqu'un qui utilise des drogues, problème de drogue, une personne qui a un problème avec les drogues. Si vous avez un problème avec quelque chose, c'est pas la même chose que de dire que vous avez un désordre, un disorder. Je crois que c'est un mot que je n'utiliserai jamais, c'est tout, pour décrire un être humain ou pour utiliser comme adjectif pour un être humain. Et je ne comprends pas quand on utilise usager de drogue ou personne avec un trouble, un disorder d'usage de la drogue. C'est un langage que je n'ai jamais aimé et je ne peux pas tout expliquer, expliquer tout ce que je n'aime pas et pourquoi je ne l'aime pas. C'est simplement, c'est comme ça. Mais c'est une expérience individuelle. Moi, j'ai une expérience individuelle. Personne à qui j'ai travaillé utilisait l'expression drug use disorder. Je ne travaille pas avec ma femme, mais elle utilise ce terme. Mais personne avec lequel je travaille utilise cette expression. C'est un terme qui vient des chercheurs et je ne suis ni l'un, je suis ni chercheur ni universitaire. Mais parce que peut-être c'est parce que vous nous impressionnez, je ne vais pas l'utiliser. Et donc c'est une question de répression. Vous nous impressionnez, vous êtes très important, donc on ne veut pas dire des choses que vous n'aimeriez pas. Mais je ne suis pas si important que ça. Ne- Mais j'ai une autre question pour Louis. Donc c'était une très bonne étude sur les difficultés
les décès, etc. Est-ce que vous avez trouvé la question de dosage, etc. Si la méthadone à bas dosage, des dosages faibles, est-ce qu'il y avait davantage de personnes qui ont souffert ou qui en sont morts ou non? Merci. J'ai pas les ressources de ceux qui ont vérifié, pas seulement les morts par méthadone, parce que vous savez toujours, une partie toujours de ces morts liées à la méthadone étaient liées à la méthadone prescrite et dans d'autres cas, c'était de la méthadone illégale. Donc actuellement, il n'y a pas de rapport clair entre le dosage de méthadone prescrite pour ces personnes et les dommages ou les risques pour eux. Ce n'est pas significatif. Je voulais juste Marie rebondir Roux. sur ce que tu disais, Marc, parce que je pense que c'est extrêmement important. Il y a un papier qui vient de sortir très récemment dans Addiction, proposé par les éditeurs de la revue et qui explique qu'il est effectivement important d'utiliser des termes qui ne sont pas stigmatisants, mais que dans certains cas, il y a des termes qu'on pense ne pas être stigmatisants qui le sont quand même pour certains. Par exemple, ne pas utiliser le terme de trouble peut donner lieu à une stigmatisation des professionnels qui vont être amenés à travailler avec des personnes qui consomment des substances, mais qui eux-mêmes définissent qu'il y a un trouble sans vouloir être jugeant, mais ça fait partie de leur pratique professionnelle. Et il y a un autre élément qui était très intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, ils évoquaient par exemple qu'aujourd'hui, on ne dit plus traitement de substitution parce qu'on considère que c'est stigmatisant. Et donc, on utilise à la place traitement agoniste opioïde. Sauf qu'ils expliquaient qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui consomment des substances qui sont très gênées par cette terminologie parce que agonie, ça renvoie à agonie. Et donc, en fait, suivant le contexte, on pense que certains termes ne sont pas stigmatisants, mais ils le redeviennent. Et c'est la même chose que la question de l'abstinence ou du rétablissement. J'ai été très frappée il y a quelques jours, j'étais aux 50 ans de l'association Charonne. Et la semaine dernière à Inchou, et j'ai entendu de la France et du Royaume-Uni 2 expériences de personnes qui sont des activistes de la réduction des risques, mais qui ont elles-mêmes ont fait un choix d'abstinence. Et elles expliquaient que pour elles, et j'en suis persuadée, quand l'abstinence est choisie, ça fait partie de la réduction des risques. Et qu'elles se sentaient exclues parfois quand elles évoquaient le fait qu'elles avaient choisi l'abstinence pour elles, mais qu'elles étaient tout à fait en faveur de la réduction des risques, qu'on leur renvoyait parfois des messages très stigmatisants sur le fait qu'elles parlaient de l'abstinence, mais c'était un choix pour elles, donc un choix de réduction des risques. Et la grande différence, c'est quand l'abstinence est imposée, c'est là où elle devient contraire à la réduction de risque. Donc, les mots comptent, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, mais il faut aussi les recontextualiser et s'intéresser au sens que ça peut avoir pour toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de souligner. Et je vous renvoie à cet article d'Addiction. I think what I mean is that Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est un terme qui fait d'un phénomène social une pathologie, parce que pour moi, tout cela, c'est un phénomène social. C'est aussi quelque chose, ça diagnostique tout le monde sous un seul terme. Par exemple, quand on regarde la terminologie clinique de l'usage des drogues, il y a abus, mauvais usage, etc. Tous les usagers ne sont pas des addicts. Donc, on peut retourner la chose et dire, est-ce que vous mettez du sucre dans votre café? Chaque fois que vous buvez du café, vous prenez du sucre. Si je vous dis, vous ne pouvez pas avoir du sucre dans votre café, vous n'aimeriez pas cette idée parce que vous préférez avoir du sucre dans votre café. Si je dis que vous avez un trouble d'usage de substances parce qu'il faut absolument prendre du sucre quand vous prenez du café, par exemple, est-ce que je peux dire une chose? Je ne vais pas interrompre, mais j'aimerais juste reconnaître de perspective de clinicien le diagnostic de opioid use disorder. On ne veut pas que ce soit une étiquette, mais dans un contexte médical, il faut que ce soit un diagnostic. Mais tout le monde qui utilise des opioïdes n'ont pas un trouble d'usage.
Ben, on peut dire qu'il y a un trouble modéré ou grave selon différents facteurs. Donc, je ne pense pas que c'est précis de dire que ça ne devrait pas être une étiquette, ça peut être un diagnostic. Et je crois que les deux choses sont confondues, mal utilisées. Ça peut être stigmatisant. Et je crois qu'au chevet du patient, quand je travaille avec des gens, je suis très explicite sur le terme. Je dis, je peux utiliser le terme trouble d'usage de l'alcool, ça peut paraître très technique, mais je vais vous parler de ça de la même façon que je parle de votre diabète, etc. Et on a un dialogue à ce sujet, voir comment il s'identifie par rapport à ce terme. Ça peut être une conversation personnelle, mais on a besoin de critères clairs pour faire un diagnostic précis. Et c'est pour ça aussi que les mots sont importants. Il ne faut pas que ce soit politiquement correct, non pas que ce dialogue soit politiquement correct. Il faut que ce soit quelque chose sur l'usage d'un langage clair. Et les termes doivent être utilisés dans leur bon contexte, dans les bonnes conditions. Si je suis à l'hôpital et je vois les patients, oui, ils sont hospitalisés, ils sont sous traitement, donc je peux comprendre qu'ils sont diagnostiqués, ils ont des problèmes, des préoccupations concernant l'usage de substances. Mais si on parle simplement d'usagers de la drogue, c'est tout, ces gens qui utilisent des drogues. Et ils ont peut-être des risques associés à l'usage des drogues. Il pourrait y avoir plusieurs risques associés à l'usage de la drogue. Mais il y a un autre mot, c'est usage chaotique des drogues. Bon, qu'est-ce que ça rajoute? On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que l'environnement, le contexte, il y a des endroits où certaines terminologies doivent être bien utilisées. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je suis un des locals de l'étape et je suis sur un hôpital de jour à côté qui a été monté avec l'ARS, un gros projet où on travaille tous les éléments que vous faites depuis des années au travers de Marc Auriacombe, au travail des éléments de Bizia. Et moi, je vois la RDR comme un outil clinique du psychiatre addictologue au quotidien. Hein. Tout ce travail qui s'appelle intervention brève, qui s'appelle entretien motivationnel, qui débouche sur différents niveaux gradués en fonction de l'objectif du patient en termes de soins. Et la question que j'ai aujourd'hui, en tant que pédopsychiatre aussi, c'est est-ce que le défi de la RDR aujourd'hui ne serait pas la connaissance? Parce qu'à l'ère de Wikipédia, de TikTok, de tous ces éléments, de Telegram, du fait qu'on puisse commander n'importe quoi, n'importe quand dans toutes les villes de France aujourd'hui, et on ne sait même pas ce que c'est non plus, parce que le vendeur ne le sait pas non plus, comme le montrait Syntex, comme on le voit régulièrement. Est-ce que la question aujourd'hui, ça ne va pas être justement cette connaissance pour les jeunes et pour les moins jeunes, qu'il y a des produits, quelles en sont les propriétés, quels en sont les risques et que ce soit facile d'accès. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le discours académique que Marc Auriacombe, moi, quand un patient vient me voir en me disant « je suis alcoolique », je lui dis « non, monsieur, vous êtes victime d'un trouble de l'usage de l'alcool, c'est une maladie chronique, comme le diabète est une maladie de régulation de la glycémie ». Et là, on peut travailler sur l'empowerment, on peut travailler sur la capacité du patient de faire de l'automesure, de faire des techniques qu'il s'auto-inflige pour aller mieux. Mais ça, cette réalité-là, tant que les patients ne sont pas convaincus aussi par des moyens, et les jeunes, hein, encore plus maintenant avec tout ce qui est commandé. Donc je me demande s'il n'y a pas ce défi aussi de la connaissance un peu multimodale et facile à accepter, de la vulgarisation aussi des neurosciences. Alors il y a le Math Digital qui le fait en France, mais c'est vrai que moi je le vois dans le travail dans les CJC, dans le travail du quotidien. Merci. Encore une question pour Monsieur Lebeau. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque sur le fait qu'il faut tout de même se méfier de l'angélisme. Alors, je sais bien que là, on parle d'une certaine manière de sémiologie, mais oui, il m'est arrivé d'être en face d'usagers chaotiques et violents. Il m'est arrivé d'avoir peur en face de certaines personnes qui me menaçaient, parfois de mort. D'ailleurs, je me souviens d'un type qui m'avait dit « Je connais ton adresse, je vais aller tuer ta femme et tes enfants ». Et à l'époque, je n'étais pas du tout préparé à ce genre de remarques. Et je me suis dit, heureusement que je n'ai pas une arme avec moi, parce que peut-être que j'aurais été incapable de ne pas l'utiliser tellement ce qu'il avait dit sur ta femme et tes enfants m'avait troublé, perturbé. Donc, je vais arrêter de jouer au réac, mais je pense qu'il faut quand même raison garder.
la scène des usagers de crack est parfois assez violente et pose des problèmes aux riverains. Et je ne pense pas que ce soit des mots qui permettent de dépasser quelque chose qui, par exemple, est de l'ordre du conflit d'intérêts. Je fais une dernière remarque. J'avais été extrêmement impressionné par le fait que aux Philippines, il y avait une bonne partie de la population des Philippines qui soutenait Duterte, qui menait une politique absolument criminelle qui consistait à abattre de manière extrajudiciaire des usagers ou supposés usagers de drogue. Et alors, je trouvais extrêmement surprenant que la population soutienne cette politique criminelle et une partie de l'explication, peut-être pas toute l'explication, mais une partie de l'explication tenait au fait que la scène, comme on dit, de la méthamphétamine est une scène assez violente. Voilà, je voulais juste qu'on ne rajouter une pointe de non-angélisme à cette session. Non, mais ce que tu dis est important, Bertrand. Je pense que ce qui enfin, c'est important de reconnaître qu'il y a de la violence dans ce monde de l'usage de drogue. Il y a de la violence déjà entre usagers. Et donc, souvent, les personnes qui consomment sont les premières victimes de cette violence. Mais c'est très compliqué également, tu as raison de le dire, pour certains riverains, pour certains professionnels aussi. Mais ce qui compte, c'est, je pense, c'est la grande différence quand on est acteur de réduction des risques ou sensible à la réduction des risques, c'est les réponses qu'on va apporter à cette violence. C'est-à-dire que la réponse qui va être proposée par les acteurs de réduction des risques, c'est faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des personnes, les écouter, leur donner accès aux soins pour qu'elles puissent elles-mêmes limiter cette violence. Les les réponses qui sont proposées parfois par certains riverains ou par d'autres, par différents mouvements conservateurs, c'est de dire il faut arrêter la réduction des risques, il faut mettre tout le monde en prison et mettre tout le monde dans des centres de désintoxication forcée. Je pense que la différence, elle est là, dans la réponse qu'on va apporter. Mais je pense qu'on est tous et toutes conscients du fait qu'il faut aussi parler de cette question-là, parce que si on ne parle pas de la question de la violence, les acteurs les personnes qui la subissent ne prennent pas au sérieux ensuite les discours des acteurs de réduction des risques. Je voudrais aussi recommander un livre qui explique mon point de vue. Un livre de John Bull Davis et ça s'appelle Le mythe de l'addiction. Et je vous recommande la lecture de ce livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était la dernière, mais on peut en prendre encore une. Bernard Kouchner voudrait dire un mot. Oui, tu peux en avoir une. Allez, on conclut. C'était là. Bon, moi, je trouve, mais la réponse m'a troublé. Évidemment, si on a une solution, on parlait de violence, on parlait de certaines menaces qui pesaient en effet sur les praticiens, et il y avait là des réflexions qui n'étaient pas les mêmes, originées par des médecins ou par des scientifiques. C'est pas pareil. Il y a un problème dans le rapport entre le médecin et le patient, pardon, qui suppose ou qui interdit plutôt l'angélisme dont tu parlais, l'angélisme total. Et pourtant, Dieu sait si dans ces rapports-là, il devrait y avoir de l'angélisme. Et quand la réponse n'est pas, en effet, complètement économique ou complètement répressive, alors oui, mais la réponse n'est jamais complètement économique, ni jamais complètement répressive. Mais en tout cas, ce sont des non-réponses, puisqu'il n'y a pas de suffisance dans les réponses et même d'efficacité dans ces réponses. Donc, il demeure un domaine de ce commerce particulier qui est quand même encore extrêmement, comment dirais-je, difficile, compliqué, comme on dit maintenant. Excuse-moi, c'est la dernière réponse parce que ce n'était pas une réponse, il n'y en avait plus.
Jean-Pierre, on peut clore la session. Est-ce que tu veux dire un mot? La session de clôture qui va être juste une photo de famille. D'accord. Donc, merci pour votre présence, ceux qui sont restés. Et surtout, merci au panel qui était remarquable.